soir, si la chaleur vous empêche de trouver le sommeil, plutôt que de faire des sauts de carpe dans votre lit, passez ce début de soirée avec nous sur Europe 1 en attendant que la nuit nous apporte un peu de fraîcheur. Nous sommes en direct jusqu'à 1h et je vous invite à prendre la parole au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Justin sous le regard attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez donner votre point de vue en appelant le 39 21 pour poser une question, apporter votre soutien, dialoguer avec nous directement à l'antenne. Vous pouvez également faire vos commentaires, vos réflexions par courriel sur le site europe1.fr ou en envoyant vos SMS au 7 39 21. N'oubliez pas de les commencer par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Voilà, j'ai essayé d'appeler à plusieurs reprises la semaine dernière au sujet de ma fille, puis finalement j'ai pas pu vous avoir. Et au final, on m'a rappelé plusieurs fois, voilà. Et du coup, je passe maintenant à l'antenne. Donc j'avais besoin d'un grand soutien et j'avais besoin de parler de ce que je vis avec ma fille qui a 20 ans depuis pas mal de temps. Voilà. Donc oui. En fait, elle se met. Je suis un peu comme toutes les personnes que vous accueillez à l'antenne. C'est que souvent, c'est des histoires qui nous paraissent compliquées, qui sont longues, et on met du temps avant de déballer tout ça. Donc voilà, en tout cas, ça fait à peu près 5 ans, depuis qu'elle est en seconde, qu'elle se met en échec scolaire pour des tas de raisons. Donc elle a fait 2 fois 2 secondes, 2 fois 2 premières, et puis elle a fait le choix de faire sa terminale par le biais de cours à distance pour passer son bac, que finalement elle n'a pas passé. Voilà. Pour quelle raison elle n'a pas passé ? Alors, elle dit qu'elle a peur, qu'elle n'y arrive pas. Et que donc moi j'ai essayé c'est-à-dire qu'en fait quand j'ai vu qu'elle se mettait en échec dès la seconde, etc., j'ai essayé de lui faire comprendre que si elle n'avait pas envie de faire des études, que c'était pas forcément une obligation. Oui. Voilà, parce que souvent elle me disait, quand il était question d'orientation, etc., elle me disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Donc à chaque fois, j'essayais de la soutenir en lui disant que c'était normal, que quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, que c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire, etc. Et que à la limite, elle pouvait avancer dans les études et avoir son bac, parce que peut-être qu'à un moment donné, elle saurait ce qu'elle veut faire et que ce bac-là lui permettrait de faire quelque chose. Et mais si par contre elle ne voulait pas faire d'études, c'était aussi possible. Donc comme elle savait pas du tout ce qu'elle voulait faire, elle me disait à chaque fois qu'elle voulait poursuivre ses études. Et donc voilà, ça fait 5 ans que ça dure. Et donc à chaque fois, on rentre en conflit, parce qu'au final, je vois bien que durant l'année, à chaque fois, elle ne fait pas ce qu'il faut. Donc, j'essaye de savoir ce qui se passe. Je rencontre les professeurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Que vous disent les professeurs à son sujet ? Qu'elle est très mal. En fait, elle a des blocages à l'oral, mais très très importants. Non pas qu'elle sache pas, je veux dire, non pas qu'elle n'ait pas de capacité, bien au contraire, mais le problème c'est qu'elle reste totalement muette, même quand elle sait, elle ne répond pas. Oui, c'est embêtant. Oui, c'est très embêtant. Elle n'ose pas prendre la parole en public, alors qu'elle peut avoir la bonne réponse, mais elle a peur de s'exprimer devant le groupe. Complètement. Oui. Et alors, paradoxalement,
paradoxalement, donc elle est passionnée de danse. Et c'est quelque chose que je soutiens. Voilà, c'est-à-dire que quand, à plusieurs reprises, quand j'ai vu qu'elle était passionnée de danse, je lui ai dit s'il y a quelque chose qui te plaît, moi je te suis. Je t'appuie et je te suis. Ce que je lui demandais, en quelque sorte, c'était qu'elle avance. Même si c'était à petits pas, mais qu'elle avance. Voilà, j'essayais de lui faire comprendre que c'était quand même dommage. En fait, ça fait quand même 5 ans, voire peut-être plus, qu'elle perde du temps comme ça et que je n'étais pas dans une exigence d'études forcément. Mais qu'elle perd du temps et qu'elle peut perdre confiance en elle. C'est ce qui est d'autant plus embêtant parce que si elle échoue, c'est ce qui est plus embêtant. De toute façon, elle a pas du tout confiance en elle. Ça, certainement, mais le fait de ne pas avancer, alors vous lui demandez d'avancer, mais peut-être que justement c'est là où il y a problème, c'est qu'elle n'arrive pas à avancer. Il faudrait comprendre pourquoi. Pourquoi elle bloque? Et le problème, alors là, c'est autour de la scolarité. Comment ça se passe dans sa vie en général? Comment va-t-elle? Parce que les professeurs vous disent elle est très mal. Alors, ils parlent d'une inhibition à l'oral. Comment est-elle dans le groupe en général? Comment est-elle socialement vis-à-vis des autres? A-t-elle trouvé sa place dans le groupe d'élèves au sein de la classe? Dans le groupe d'élèves, le problème c'est que là, elle a 20 ans. En fait, elle a redoublé 2 fois sa seconde. Oui, j'ai compris. 2 fois sa première. Voilà. 2 fois sa première. Et donc les deux dernières premières, elle n'a pratiquement pas assisté au cours. Donc sa place, elle ne l'a plus au sein de. Oui, mais elle se désocialise. Ah mais oui, elle s'est désocialisée au fur et à mesure, mais en même temps, elle est entourée de beaucoup d'amis. Bon, ça c'est bien, voilà. C'est important. Alors oui, c'est très bien, et c'est ce qui est paradoxal, et ce qui est aussi, c'est là où moi je m'y perds. Je ne m'y retrouve plus parce que je sens que je suis épuisée et usée par rapport à cette situation. C'est qu'en fait, elle est entourée. Alors ça, c'est très positif, parce qu'elle n'a pas d'amis qui ne voudraient pas faire d'études ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Elle est entourée même de gens qui font des prépas, qui ont des bons niveaux, etc. et qui restent toujours en lien avec elle. Alors même si ils ont plus de travail, etc. Mais elle a toujours eu beaucoup d'amis. Elle n'est pas du tout désocialisée. Elle est toujours très entourée. Ça c'est important. Peut-être trop. Voilà, peut-être trop aussi. Je pense pas. À cet âge-là, on n'est jamais trop entouré par des amis. Bon. C'est bon signe qu'elle ne se replie pas sur elle-même et qu'elle garde comme ça un réseau amical, affectif. Alors, effectivement, elle a un réseau amical, affectif. Moi, effectivement, je le prends aussi comme un bon signe. D'ailleurs, à chaque fois, ça me fait plaisir. En plus, chaque fois qu'elle me présente des amis à elle, je les trouve bien. J'ai vraiment pas de soucis par rapport à ça. C'est même très rassurant. Par contre, elle change de réseau. C'est-à-dire que pour des tas de raisons que je maîtrise pas toujours, elle se dispute avec certaines personnes et puis, mais elle retrouve toujours. Ça peut arriver. Amis. Donc ça veut dire que sur le plan de la relation, elle est ouverte, elle est agréable et les personnes, les autres ont envie d'aller vers elle, ce qui veut dire que elle ne va pas trop mal. Elle va même certainement sur ce plan-là plutôt bien. On a envie d'aller vers elle. Elle a un contact assez facile. Parce qu'elle se dispute avec certaines personnes, mais elle n'a pas de mal à se refaire de nouveaux amis. Ça, c'est plutôt très positif. Alors, en revanche, j'entends que vous me dites, Marie, que vous êtes usée dans le cadre de cette relation et vous vous inquiétez par rapport à ces échecs scolaires. Vous êtes seule à porter ça ou le père est présent? Qu'en est-il? Oui. Alors en fait, oui, je suis seule à porter ça. Son père est musicien. C'est un enfant qu'il a désiré avec moi, mais il m'a abandonnée dès la grossesse parce que d'un seul coup, il n'a pas su faire face à cette venue d'enfant, même s'il l'a désiré. Oui. Et il m'a laissée.
Et donc, il y a eu beaucoup de souffrance, de douleur, d'abandon. Dès que j'ai été enceinte, avec des allers-retours de ce père qui ne savait pas ce qu'il voulait, qui m'aimait, mais qui repartait parce qu'il ne voulait pas abandonner la musique, les copains et toute cette liberté. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que peut-être on n'était pas fait l'un pour l'autre, mais en même temps, cet enfant, on l'avait désiré. Voilà. Et là-dessus, moi, j'ai essayé de maintenir le lien. Donc, elle a eu un lien avec son père jusqu'à l'âge de 14 ans et demi. Oui. À peu près. Voilà. Son père habitant à Paris à l'époque et moi dans le sud. Et puis, en fait, petit à petit, j'ai appris des choses. Au fur et à mesure, quand elle a eu 14 ans et demi, elle a pu me parler et me dire qu'elle ne voulait plus aller voir son père parce que son père la dénigrait beaucoup et me dénigrait également. Et en fait, elle avait très peur. Quand elle était avec son père, elle se sentait... de toute façon, elle avait peur. Elle a, même si elle a un réseau amical et son réseau amical est important et ça se passe bien, voilà. Par contre, au niveau de son père ou du compagnon avec qui je vivais, elle était toujours à se retenir, à avoir peur de parler. Des fois, elle en bégayait, etc. Ce qu'elle allait dire n'était jamais bien. Il s'est mise à la dénigrer assez brutalement. J'ai pas entendu, Caroline. Il s'est mise à la dénigrer assez brutalement. Je sais pas parce qu'en fait, on s'est réellement séparés totalement. Lui habitant à Paris et moi dans le sud, on s'est réellement séparés quand elle avait un peu plus de 2 ans. Donc moi j'ai entretenu de bonnes relations avec lui pour qu'il puisse voir sa fille. Donc j'étais en contact avec lui, il venait la chercher, elle partait à chaque vacances, etc. Mais tant qu'elle était petite, elle disait rien. Et puis, à l'âge de 11 ans, bien plus tard, quand elle a eu 14-15 ans, où elle s'est mise à me parler, elle a entendu une conversation de son père qui parlait avec une copine à lui. Elle avait 11 ans, où il disait à cette copine qu'en fait, c'était un enfant dans le dos que je lui avais fait. Donc ma fille s'est levée, a été dans la cuisine voir son père et lui a demandé ce qu'il voulait dire et il lui a dit que voilà, il avait en quelque sorte, si c'était pas pour moi, il aurait pas eu cet enfant, quoi, que je lui avais un peu forcé la main, imposé, etc. 14 ans et demi, c'est l'âge où elle a décidé de ne plus le voir. Voilà. Oui. Mais quand elle a appris ça, elle avait 11 ans. Et elle me l'a pas dit. C'est-à-dire qu'elle est restée pratiquement pendant 3 ans et demi, sans jamais me dire que son père avait dit que je lui avais fait un enfant dans le dos, donc qu'il n'avait pas désiré cet enfant. Oui, il avait peut-être désiré sur le moment, hein, quand même. Bien sûr. Bon. Moi, alors voilà, c'est ce que j'ai répondu à ma fille. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai gardé des lettres. Parce qu'avec son père, on s'est aimé, on l'a désiré. Après, ce qui s'est passé, en tout cas, dans l'acte, il y a eu un acte d'amour et elle a été désirée. En tout cas, c'est perturbant pour une enfant. Au moment ça peut ressurgir avec une intensité particulièrement forte au moment de l'adolescence. C'est pas un hasard si c'est à 14 ans, vous dites 14 ans et demi qu'elle décide, là, elle s'affirme, elle ne veut plus, elle décide de ne plus voir son père. Parce que on se pose la question de ses origines, de quel désir on est né. C'est des questions qui reviennent avec une intensité très très forte à ce moment-là de la vie. Alors, c'est vrai que là aussi, quand on a des questions en tête aussi importantes, ça peut être compliqué d'étudier parce que 14 ans et demi, 15 ans, c'est l'âge aussi où elle allait rentrer en seconde, là, finalement. 15 ans, c'est l'âge de la seconde. Tout ça correspond un peu, hein, finalement, dans son parcours. Oui, ça correspond un peu. Et bon, alors après, il y avait des choses qui déjà au collège, les professeurs me rencontraient déjà pour me dire que elle faisait des blocages totaux à l'oral.
parce que même quand elle savait, même quand elle apprenait, elle connaissait les réponses, et ça, je veux dire, tout au long des examens ou des interrogations qu'elle a pu passer, à chaque fois, même quand elle est en famille, on peut lui poser une question toute simple, où des fois il suffit qu'elle réponde et qu'elle donne son avis et qu'elle dise uniquement oui ou non, et elle se met dans un mutisme et on ne peut plus obtenir de réponse. Même en famille. Même en famille. Alors quand je dis même en famille, elle parle très très peu. C'est ma mère qui a assisté à mon accouchement. Et donc, c'est la première personne qui a vu naître ma fille. Elles ont une très très bonne relation toutes les deux. Et ma mère me dit souvent, il y a vraiment un problème de communication. On n'arrive pas à parler, elle parle pas, mais il semblerait qu'elle ait une bonne communication avec ses amis. Alors, oui, mais elle a peut-être particulièrement besoin d'avoir un espace à l'extérieur de la famille, parce que la famille, si je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est très réduit. Finalement, la famille... elle est pas forcément très réduite, hein, disons qu'il ça manque un peu d'hommes, peut-être. Alors c'était ça. Oui, ça manque un peu d'hommes. Et vous savez, pour une jeune femme, c'est important aussi. Le père va apporter beaucoup particulièrement chez une femme, dans lui donner confiance et dans l'ouverture au monde. Ouais, je sais. Alors, moi, je pense que, parce que des enfants ou des jeunes adultes qui ont du mal, tous les professeurs diront, ils ont la bonne réponse et ils n'osent pas s'exprimer à l'oral, ça arrive. Là, et c'est embêtant, parce que ça les pénalise. Le problème là de votre fille, Marie, c'est que c'est vrai qu'elle se met en échec alors qu'elle a des compétences. Et c'est quand même embêtant, et je pense qu'elle aurait besoin, au-delà ces difficultés, cet échec scolaire, reflète une inhibition plus profonde dont, à mon avis, elle aurait tout avantage à aller parler à un thérapeute. Mais alors justement, Caroline, c'est que le problème, c'est qu'elle est suivie depuis très longtemps. Elle est suivie par qui ? Alors, elle est suivie régulièrement, c'est-à-dire que moi, je suis très attentive à ça. Je suis... alors, les cordonniers sont les plus mal chaussés, je suis éducatrice. Donc, vous êtes, pardon, parce qu'on m'a parlé dans le casque à ce moment-là et j'ai pas entendu. Excusez-moi. Non, c'est pas vous, on m'a parlé dans le casque à ce moment-là. D'accord. Oui. Non, je disais que c'est d'autant plus pour ça que je le vis, je pense, assez douloureusement. Je disais que je suis éducatrice. Donc, je suis très sensible à ce genre de choses. Je travaille avec des psychologues, avec des médecins psychiatres, etc. Je m'occupe de jeunes adolescents, voire adultes déficients mentaux, que j'aide énormément, que je soutiens, etc. Donc, en fait, qui ont des problématiques très douloureuses, des histoires familiales douloureuses, etc. Donc voilà. Alors après, je suis mal placée par rapport à ma fille parce que l'affect intervient énormément. Mais par contre, je veux dire, dès que j'ai senti que de toute façon il y avait des soucis, elle a été suivie par un pédopsychiatre. On a mis en place de la sophrologie. Elle a rencontré, chaque fois que j'étais alertée par les professeurs, je la faisais rencontrer une nouvelle thérapeute pour voir si ça pouvait accrocher un peu plus avec cette personne. Je laissais passer un peu de temps parce qu'elle ne voulait pas que je dépense de l'argent. Elle ne voulait pas parce qu'en fait, elle me protège. Et aujourd'hui, elle en est où ? Et alors aujourd'hui, elle est donc à chaque fois, j'ai payé un coach pour qu'elle l'aide à faire des démarches. Voilà, pour qu'elle la soutienne de façon ponctuelle. Ensuite, je lui ai fait rencontrer un thérapeute qui, à l'heure actuelle, la soutient énormément. J'ai payé les séances, j'ai même été aux séances avec elle, où au bout de 2h30, elle consultait, son portable, et elle ne disait pas un mot. Et quand je me suis retournée vers elle, où je lui ai demandé ce qu'elle pouvait dire au bout de 2h30, parce que je parlais beaucoup, etc., elle m'a répondu « Si tu savais ce que je m'en fous de tout ça ».
Donc le thérapeute qui est son thérapeute toujours à l'heure actuelle lui a dit qu'elle avait boycotté 2h30 de séance et qu'on allait mettre ça sur le compte de la fatigue, mais que n'empêche qu'elle avait foutu en l'air ces 2h30 de séance. Je pense qu'il y a quelque chose de très volontaire dans ce que vous dites. Dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est très clairement dirigé. Elle vous dit il y en a assez. Oui, il y en a. Vous parlez de boycott d'ailleurs. Hein. Voilà. Le terme que vous utilisez n'est pas neutre. Je crois qu'elle en a assez. Peut-être que trop, c'est trop à un moment. Vous voyez, parfois la thérapie c'est bien, mais quand il y en a trop et trop, parce que derrière tout ça, on sent aussi votre inquiétude. Alors, c'est bien de s'inquiéter, mais à un moment, trop d'inquiétude peut être contre-productif. Je suis tout à fait consciente de ça, d'où mon appel, parce qu'effectivement, je ne sais plus quoi mettre en place. Mais oui, parce que vous avez mis en place plein de choses. Mais le problème, et à un moment, elle peut se révolter. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait presque qu'il y ait quelque chose qui vienne d'elle, et pas de vous. Ah oui, oui. Parce que venant de vous, ça risque d'être compliqué. Parce que je lui ai trouvé. Alors effectivement, quand elle était petite, ça allait. Mais un pédopsychiatre, je lui ai mis en place la sophrologie, je lui ai trouvé un code, je lui ai trouvé. Mais maintenant, c'est une jeune femme de 20 ans. Et je veux dire, ça serait à elle, peut-être qu'elle vous dit aussi, lâche-moi. Tout à fait. Mais alors justement, dans tout ça, pendant ces 5 années, en l'espace de 2 ans, donc quand elle a eu 18 ans, j'ai jamais imaginé le faire et pourtant je l'ai fait parce qu'elle m'a poussée à bout, parce qu'effectivement, je lui donnais, j'essayais, pas tout le temps, mais quand je mets en place quelque chose, c'est parce qu'elle m'appelle au secours. Voilà. Et qu'à ce moment-là, elle me dit, maman, j'en peux plus. Alors soyez là quand elle vous appelle. C'est ce que je fais. Mais le problème, c'est que c'est des allers-retours en permanence comme ça. Mais c'est à cet âge-là, ça peut se comprendre et ça montre que elle sait qu'elle peut compter sur vous. Et c'est un âge où les parents aussi sont là pour ça. C'est-à-dire que quand elle se sent pas bien, quand elle se sent un peu perdue, désorientée, elle sait qu'elle peut se tourner vers vous. Alors elle est dans ce paradoxe où il y a des moments, elle va vous dire lâche-moi, j'ai besoin d'aller de l'avant, de faire un peu comme je l'entends. Et puis en même temps, quand ça ne va pas bien, elle va se tourner vers vous. Mais c'est vrai que c'est parfois le problème quand il y a eu des thérapies qui ont été entamées très tôt, où l'adolescent, là on n'est plus dans le cas de l'adolescent, où le jeune adulte peut à un moment se révolter aussi en disant il y en a marre quoi. Il y en a marre, j'ai fait des tas de choses, finalement ça n'aboutit pas. Et donc c'est aussi une façon de se révolter, puisque c'est pas lui qui était décisionnaire à ce moment-là, c'était ses parents qui décidaient pour lui. Donc ça peut revenir plus tard quand c'est lui qui décide, qui est demandeur vraiment. Là, pour le moment, elle n'est pas vraiment demandeuse. Elle est dans quelque chose où elle se cherche. Et peut-être, dans cet entre-deux, dire que vous êtes à ses côtés, que ce qui est embêtant, ça serait qu'elle reste sans rien faire. C'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'après tout, les études, c'est pas forcément une priorité si... Enfin, c'est pas une priorité. C'est-à-dire que la dimension scolaire, ou si pour le moment elle se sent perdue, c'est pas son domaine, pourquoi pas? Elle peut investir la danse, elle peut investir d'autres activités, elle peut essayer une formation, il est toujours possible de reprendre, de reprendre ou un petit peu plus tard. Mais qu'elle se sente pas coincée là-dessus. C'est-à-dire que, parce que en même temps, vous dites, c'est pas prioritaire pour vous, et en même temps, toute votre inquiétude, et ce que je peux parfaitement comprendre, tourne beaucoup autour de l'apprentissage scolaire. Ce que je peux comprendre, parce qu'en tant que parent, c'est toujours très ennuyeux de se dire d'un enfant qui a des capacités intellectuelles, on a le sentiment qu'il se gâche. Tout à fait. Voilà. Donc bon, mais si elle sent que vous êtes trop après elle, qu'il y a trop d'attentes, elle peut du coup d'autant plus désinvestir.
Oui, mais oui, c'est ce qui se passe. Alors, la semaine dernière, quand j'ai essayé de vous contacter, en fait, j'arrivais pas à vous avoir. Et puis, j'ai entendu une personne qui témoignait de son petit garçon, je crois, et vous lui disiez effectivement que du fait qu'elle se cristallise sur la scolarité, peut-être que c'était ça qui faisait que ça n'avançait pas et qu'il fallait se dégager de ça. Donc ça m'a fait écho, quoi. Je me suis dit effectivement, peut-être qu'elle sent mon inquiétude, même mes contradictions, c'est-à-dire que même si je lui dis si c'est pas les études, etc. En même temps, je pense qu'elle perçoit une inquiétude. Votre désir, vos attentes, votre inquiétude, ce qui se comprend en tant que parent, et d'autant plus quand on sait que l'enfant a des capacités. Hein, donc c'est compliqué d'être un peu de dire bon, allez, j'essaie de prendre du champ parce que après il pourra peut-être reprendre plus tard, mais l'enfant peut du coup désinvestir pour ou justement c'est trop grande attente, peut avoir l'impression aussi de au fond comment dire, ses parents, de les décevoir. C'est ça, c'est toujours difficile pour un enfant de dire je suis en train de les décevoir. C'est pas formulé comme tel, mais de décevoir. Hein. C'est ce qu'elle pense. Alors comme elle n'arrive pas à me le dire, parce qu'il y a tellement d'émotions et de peur mais il y a beaucoup de fusion, oui. De fusion et de voilà, il y a un très grand amour entre nous deux, mais c'est voilà, on se fait du mal, on se stresse mutuellement. Ouais. Donc elle n'a pas passé le bac, et un jour avant de ne pas passer le bac, elle m'a écrit une lettre où effectivement elle parle de sa peur de décevoir, etc. Oui, mais il faut la rassurer là-dessus en disant que c'est pas pour vous, que c'est effectivement pour elle tout ça, et que vous l'aimez pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle réussit bien ou moins bien. Hein, mais je crois que on ne le redit jamais assez. Maintenant, bon, je pense que c'est vrai qu'à vous entendre, et plus je vous entends, et ça sera mon mot de conclusion, c'est vrai que ça serait important que votre fille continue à être prise en charge, et que vous, peut-être, vous travaillez aussi de votre côté sur cette relation. Voilà, parce que c'est ça, la relation, elle peut évoluer aussi si ensemble, on travaille ensemble à cette relation très fusionnelle qui s'est installée entre vous deux. Bonne chance, Marie. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors, pas mal de mails qui arrivent pour Marie, et qui nous parlait de la relation avec sa fille. Gabrielle nous dit « Je crois que cette jeune fille aurait besoin que sa mère soit là quand elle en a besoin, et non que sa mère aille au-devant de tout, ce qui ne lui laisse pas de place pour exister. Elle ne sent peut-être pas sa place depuis qu'elle est née. Cette jeune fille aurait besoin d'un regard bienveillant qui n'attend de rien d'elle. » Il y a Moon qui dit « Votre enfant a doublé toutes ses classes au lycée. Vous avez redoublé de moyens thérapeutiques afin de comprendre ce qui n'allait pas. Et si elle n'avait tout simplement pas trouvé sa voie, VOIE, voie VOX dans les études générales. » C'est intéressant d'ailleurs, hein, c'est vrai que cette difficulté aussi à s'exprimer. Peut-être que la danse est à ce jour la meilleure issue pour elle vers une liberté qu'elle semble désirer avant tout. Isaac dit « La souffrance de votre fille est palpable à travers votre témoignage, mais je me demande si la thérapie ne tue pas la thérapie. Je veux dire par là qu'il est certes bon d'encourager l'expression, mais de ne pas la forcer à outrance. C'est sans doute pour cela qu'elle s'épanouit dans la danse. On ne lui demande rien et elle peut s'exprimer à sa guise. C'est peut-être par ce biais qu'elle réussira à trouver un meilleur équilibre. » Et puis Chaudron de la Barque dit « La relation avec votre fille est tortueuse, son incapacité à s'épanouir dans le milieu scolaire va de pair avec sa difficulté à trouver sa place au sein de votre famille. Le point positif est qu'elle s'épanouisse par le biais de la danse. Peut-être y trouvera-t-elle le moyen de se libérer de toutes les pressions et autres tensions scolaires et familiales, qu'elle cultive son goût pour l'expression corporelle et qu'elle aille parler de tout ceci, car sa construction semble la préoccuper dans la mesure où elle n'est pas arrivée
correctement à son terme, semble-t-il. Et puis, justement, Chris envoie un petit SMS au 7 39 21 en disant est-ce que c'est pas trop de soins qui n'ont pas étouffé, ça l'a pas bloqué et qu'elle a du mal à se prendre en charge pour exister par elle-même. Voilà, donc je crois que par le biais de la danse, d'ailleurs, c'est un bon contrepoids à toutes ces thérapies par la parole, parce que c'est pour elle aussi une autre façon de s'exprimer. Allez, les maris se suivent ce soir et ne se ressemblent pas. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Je vous écoute Marie. Oui, écoutez, je vous appelle, j'ai essayé de vous joindre la semaine dernière et je sais combien vous avez des appels. Je suis actuellement j'ai 60 ans et je suis en une passe psychologique très 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 difficile à gérer. Voilà plus de 7 mois que je ne suis pas sortie de mon 65 mètres carrés. Je ne peux plus affronter les autres du tout. Je n'ai pas d'amis. Je vis comme un peu comme un zombie. J'ai un compagnon, je vous avais appelé il y a à peu près une dizaine d'années, je crois. Mon mari attendait un don d'organes, puis il est décédé. J'ai donc rencontré ensuite un monsieur de l'Est qui au demeurant est charmant, mais ce monsieur ne parle pas. Donc ce qui fait que je me retrouve avec moi constamment. Et que je me dis que je ne pense pas, je crois que j'en ai fait le tour maintenant, Caroline, et que ça va. Je ne vais pas refaire 10 kilomètres, si on peut dire 10 ans, de ma vie pour vivre ça. Il faut mieux que ça s'arrête. Pour vivre quoi ? Rien. C'est-à-dire rien. La seule chose où je me sens à peu près potable, c'est dans des tocs pas possibles de ménage, où là j'ai l'impression comme me disait ma mère, il faut être propre, puisque on est pauvre, il faut être propre. Donc je répète ça depuis des années. J'ai fait 10 ans de thérapie, ça n'est pas une journée, 10 ans. Et j'en reviens toujours, et non seulement je reviens toujours à la case départ, mais c'est encore pire au fond de moi. Je suis perdue, alors que je donne à tout le monde... je dois vous dire aussi que j'étais la grosse. On m'a toujours appelée la grosse. Alors les grosses, il faut qu'elles soient plaisantes. À savoir qu'elles soient gentilles, souriantes, aimables. Mais quand même, c'est les grosses. Alors j'ai tout fait pour qu'on m'aime. Même grosse. Mais tout a raté. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, j'ai 60 ans et je n'ai pas honte, Caroline, de vous dire que je suis anorexique, c'est-à-dire que dès que j'ai ingéré un repas, je me fais vomir. Je n'ai pas vu de médecin depuis traitant, j'entends, depuis 2 ans. Oui. Et que réellement, j'accumule médicament par médicament pour me dire, voilà, là, stop. Demain, les arbres seront toujours verts, la pelouse sera toujours verte, le printemps, l'hiver, l'été, l'automne. Je ne suis pas partie en vacances depuis plus de 15 ans. J'ai travaillé toute ma vie depuis l'âge de 14 ans pour toucher une retraite de misère, ce que j'appelle de misère, 900 € par mois. Donc avec 900 € par mois, Caroline, on ne fait rien. On ne peut pas se projeter. Oui, c'est compliqué. On vivote. Et moi, j'en ai marre de vivoter. Donc je pense que l'homme qui est avec moi et que j'aime tendrement, lui arrivera à vivre seul. Moi, je ne peux plus. Je crois que je suis arrivée à un point de non-retour. Et vous étiez la seule à qui je pouvais parler puisque je ne peux pas sortir. Le simple fait d'avancer sur mon palier, je ne peux pas. Je ne peux plus. Vous êtes repliée chez vous ? Oui. Alors, mes journées sont très rituelles. Je me lève très tôt. Je fais mon ménage. Je fais grand ménage. Il n'y a rien à faire. On n'est que 2, donc je fais grand ménage. Et puis, à midi, je me couche. Et puis, je réfléchis. Je pense. Je me relève à 5 heures. Là, j'accroche un sourire à mes lèvres. Et puis, on recommence.
Vous avez encore de la force et de l'énergie pour le matin faire votre grand ménage, comme vous dites. Oui, parce que vous tenir votre ça, intérieur c'est l'enfance. propre. Oui, c'est les paroles de la mère. Les paroles de la mère sont très importantes. Tu dois être propre. Quand on est pauvre, on est propre. En plus, toi, t'es une grosse vache, donc t'as intérêt d'être propre. Oui, ce que vous n'êtes pas. Si, je suis une grosse vache. Bien évidemment. Mais vous me dites que vous êtes anorexique. Oui, j'ai beaucoup maigri, mais je suis encore grosse. Dans votre tête? Mais non, pas seulement dans ma tête. Quand on fait du 48, 46, j'ai fait jusqu'à du 60. Oui, mais actuellement, vous ne faites plus ces tailles-là. Je fais du 44. Oui, c'est pas gros, ça. Si, c'est gros. En plus, tout pas. Parce qu'à 60 ans, ne rêvons pas. Les publicités, c'est joli, mais c'est pas pour les dames de 60 ans. On est d'accord. On va pas vous retendre la peau du ventre et des cuisses à 60 ans. Les cellules ne sont plus de la même manière. Alors, l'année prochaine, les arbres seront verts. Eux, ils ont la chance, ils sont toujours aussi beaux l'année d'après. Alors, donc, vous êtes mon Oui. dernier appel au secours. Enfin, c'est même pas un appel au secours, c'est une constatation. Oui, alors vous dites quand même appel au secours, besoin de parler. Oui, mais personne ne comprend. Je m'étais occupée dernièrement d'une petite jeune fille, je l'ai aidée, le peu d'argent que j'avais, je lui ai donné. Hier, elle m'a dit « t'es qu'une merde ». Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, j'ai deux enfants. J'ai une jeune fille, une fille de 38 ans qui habite Marseille, que je ne vois jamais, que je n'entends jamais. Oui. J'ai deux petits-enfants que je ne vois jamais. Pourquoi vous ne les voyez pas? Parce que ma fille a autre chose à faire et que pour rien au monde, elle ne remontera en Normandie. Elle en a rien à foutre de ce bled paumé où j'habite, comme elle dit. Elle a donc quitté la région où j'habite lorsque son père est décédé, il y a 10 ans. Et voilà, elle passe son temps à écrire des banalités, que du bonheur, vive la fiesta, etc. Jamais elle ne m'appelle. Mon fils, lui, c'est autre chose. Il a 36 ans. Ma fille a 38 ans, pardon. Mon fils a 36 ans. Il est donc colocataire. Il ne travaille pas, il ne s'assume pas. Et il ne m'appelle que lorsqu'il a besoin d'argent. Est-ce que ils réalisent, vous pensez, votre état? Est-ce que vous leur parlez Non, vous n'en parlez pas. Ils s'en foutent. Mais vous ne leur en parlez pas, je pense. Non, mais ma fille me dit tu nous casses les couilles. Excusez-moi, Caroline, je ne suis pas du style vulgaire, pas du tout. Mais je lui casse les couilles, comme elle dit. Et votre fils? Il s'en fout. Ça n'intéresse pas. T'as qu'à te bouger. Et votre compagnon, lui, vous dites, c'est un homme qui ne parle pas? C'est un homme charmant, adorable, qui je crois même, vraiment, mais qui ne parle jamais, qui est très colérique. Étant diabétique, le diabète amène souvent des crises de colère. Donc j'avais peur de mon mari, j'ai peur de lui. Et la peur, c'est atroce, Caroline. À 60 ans, la peur, c'est atroce. C'est encore pire qu'à 20 ans. Donc vous évitez... Vous aviez peur de votre mère, oui. Oui. Le seul homme, je crois, dans l'absolu, dont je n'avais pas peur, c'est mon père. Voilà. Mais c'était un homme soumis. Voilà. Par exemple, maman lui jetait tout à la figure et moi, je me disais au fond de moi, papa ne ramasse pas, papa ramasse pas, et il ramassait. D'ailleurs, ça m'a fait penser à Freud qui dit un jour, j'ai dit, le chapeau de mon père est tombé, je lui ai dit, le ramasse pas, le ramasse pas. Et bien, ça m'a fait ce même effet. Donc là, quand vous allongez, finalement, vous passez l'après-midi allongé, le matin, vous faites votre ménage. Lui, que fait-il? Il est dans l'appartement. Lui, il va en course. Il s'en va en course tous les matins à 10h moins le quart. Et on est très heureux parce que c'est quelqu'un qui est très Anzeigdrei, comme je dis. On fait les choses dans l'ordre. Toujours.
Donc, à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça, à 10h moins le quart on va en commission, à midi on rentre. Voilà. Et le fait que vous n'ayez pas mis les pieds dehors depuis 7 mois de votre appartement, ça ne le gêne pas, lui ? Il ne m'en parle jamais. Mais lui sort de son côté ? Enfin, en dehors d'aller faire les courses, je veux dire. Il Il ne ne sort pas. Il rentre, il fait les courses, il se met à l'aise et il me dit ça y est, on est tranquille. Oui, mais c'est pas de la tranquillité, ça. C'est ce qu'il me dit. Oui, pour lui, mais vous n'êtes pas tranquille. Puisque vous n'êtes même pas tranquille en sa présence. Vous voyez, vous me dites c'est un homme charmant, mais c'est un homme charmant qui vous fait peur. Bien sûr qu'il me fait peur, parce que oui, la moindre contrariété, oui. il hurle. Oui. Il hurle. Pour autant, il ne serait pas forcément violent. Il peut hurler sans être violent. Il peut être violent contre les choses. C'est que ça réveille vos peurs d'enfant, finalement. Votre mère qui hurlait. Voilà, qui hurlait tout le temps. Voilà. Oui. Alors c'est très drôle, Caroline, parce que mon mari était différent, mais du même acabit. Ça se traduisait différemment parce qu'il buvait, mais c'était la même chose. J'avais peur. Et à partir du moment où j'ai peur, je fais tout pour qu'on m'aime. C'est-à-dire que cette mère qui vous faisait peur, pour autant... Elle est toujours en vie, Oui, mais moi je parle de la mère de votre enfance. Hein. Oui, madame. Donc, eh bien, il n'empêche que vous vouliez être aimé d'elle. Hein. Donc, et dans votre... Elle me disait souvent, caresse de chien amène des puces. Souvent. Et par contre, elle prenait dans ses bras ma petite sœur parce qu'elle était fine. Oui, c'était des paroles comme ça, toujours très, très cinglantes. Il n'y avait pas de demi-mesure avec votre mère. Ah non. Oui. Jamais. Mais on sent à quel point vous avez besoin, vous, de parler. Et comment pourrait-il en être autrement ? Parce que vous me dites, ça, finalement, ce que vous sous-entendez, c'est que ça n'a pas de sens de continuer comme ça. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais non, mais je vous rejoins, Marie. Rester cloîtré comme ça dans votre appartement, juste à faire votre ménage le matin et à rester allongé sur votre lit l'après-midi, je suis d'accord avec vous. Une existence comme ça, à moi, n'a pas beaucoup de sens. Pour la grosse, parce qu'un jour, mon ami m'a dit, il y avait une voisine en bas. Nous habitons en appartement de pauvres, comme je dis. Vous savez, quand on a des petites retraites, on vous parque. On est un peu parqué. Donc, il y avait une dame au rez-de-chaussée que je ne connais pas et il m'a dit la grosse. Or, moi, dans ma tête, je l'ai regardée, je me suis dit, elle est beaucoup moins grosse que moi. Alors, il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai commencé donc je déjeune, je ne mange jamais le midi. Le soir, je mange un petit peu. Il suffit que je me mette dans le canapé 10 minutes. Et là, dans ma tête, se met un mécanisme que je ne peux pas expliquer, qui sont les calories. Hop, je vais me faire... Oui, non, mais bon, le problème, c'est que vous êtes... Seulement, j'ai 60 ans. Oui. Arrive à des gamines de 18 ans. Bon, le problème, c'est qu'on voit qu'il y a plein de choses de votre enfance qui refont surface. Et qu'il faudrait pouvoir... c'est pas tant... C'est arriver un peu à... c'est pas tant votre apparence qu'il faudrait changer, c'est apprendre enfin à vous aimer, parce qu'il y a cette image de vous. Oui, ça vous n'avez pas besoin de me le dire. Je pense qu'on l'avait tous compris. Donc on l'avait compris, mais ça ne peut pas, si vous voulez, vous ne pouvez pas aller mieux en restant comme ça replié chez vous. Mais je ne peux pas. Si, vous pouvez. Bien sûr que vous pouvez. Vous pouvez tout à fait consulter, prendre un rendez-vous chez un médecin. Non, mais il faut sortir. Oui, mais vous pouvez sortir. Oui, ça, vous pouvez vous enfermer dans votre logique et rester chez vous. Mais vous pouvez en fait sortir de chez vous. Vous êtes dans une grande ville, vous êtes en région parisienne ou en province ? Je suis dans une petite ville de Normandie, oui. Entre l'Oise et le Val d'Oise, vous voyez. Oui. Déjà, un médecin traitant peut venir à votre domicile.
hein. Les médecins traitants se déplacent au domicile, donc vous pouvez le faire venir chez vous si vous ne vous déplacez pas. Pour déjà un peu faire le point, faire un bilan. Et puis à ce moment-là, si vous ne vous sentez, ce qui est le cas, pas bien, parce que je pense qu'il y a une très grande, certainement un très grand état dépressif derrière, vous pouvez demander à être hospitalisé. Pour vous remettre un petit peu faire un bilan, vous remettre un petit peu sur pied. Par rapport à cette mécanique infernale là, qui s'est mise en place. Vous voyez, trouver avec votre médecin traitant, voir un endroit où vous pourriez être hospitalisé. Si vous le souhaitez, hein, mais un lieu où vous pourriez être un peu protégé. Sortir, rompre cette dynamique. Pour quelque temps. Je m'excuse de vous avoir dérangé, Caroline. Mais je ne savais plus. Ah mais vous ne me dérangez pas, hein, je suis là pour ça. Et je vous écoute tout le temps, souvent, le soir. Et je me suis dit, je vais lui expliquer, je vais lui dire que je crois que voilà, c'est pas la peine de faire 61 km quand on en a fait 60 et que déjà tout est négatif. Vous savez, mon mari est mort il y a 10 ans, mes enfants n'en parlent plus. Oui, mais je remarque que dans votre vie, tout est. Il y a quelque chose, effectivement, ce qui me frappe dans votre histoire, c'est il y a quelque chose par 10 ans. Vous avez perdu votre mari il y a 10 ans. Le mois de juillet. Oui. Il y avait une autre. Vous m'en avez parlé là. Il y a une autre histoire d'il y a 10 ans là qui est revenue. Il y a quelque chose, une des dates. Qui travaillent et qui font que vous êtes dans un état où vous êtes dans un état qu'il faut prendre en considération parce que pour le moment vous avez le sentiment que tout est qu'il n'y a pas d'issue, que tout est contre vous, qu'il n'y a pas vous heurtez face à un mur. Caroline, c'est lorsque l'on se mais dit bon. à 60 ans, je n'ai pas d'amis et c'est la vérité, je n'ai pas d'amis. Oui, mais à 60 ans, il y a encore beaucoup de possibles. Hein. Alors, vous avez 60 ans dans la vie que vous menez aujourd'hui, où vous vous repliez chez vous, parce que vous vous repliez sur votre souffrance. Donc, vous ne pouvez pas actuellement aller au-devant des autres. Mais quand vous irez mieux... Je vais au-devant des autres, mais lorsqu'ils sont pauvres comme je l'étais enfant, pour les aider. Oui, mais c'est pas une démarche très. C'est pas une démarche qui peut être. C'est pas une démarche équilibrée. Oui, je comprends bien. Vous voyez, à un moment, quand vous irez mieux, il faut pouvoir s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Or, pour le moment, vous êtes beaucoup trop en colère contre vous-même. Vous vous haïssez trop pour pouvoir aller au-devant des autres. Vous êtes imprégné, marqué au fer rouge des paroles de votre mère, de cette enfance. Il faut tuer cette grosse-là qui est en vous. Je reprends vos mots. C'est cette image comme ça que vous avez négative. C'est pas la vie qu'il faut tuer. D'ailleurs, c'est pas quand ça. je fais cuire un beefsteak, je regarde des fois, il y a des petites rayures de gras et je me dis, tiens, c'est ce qu'on trouverait si on devait me manger. Le gras. Souvent, je me dis ça, parce que je ne mange jamais de viande pour faire des économies. Et quand je retire un bout de gras, je me dis, ah bah tiens, si on mangeait l'humain, c'est ce qu'on dirait de moi. Qu'est-ce qu'elle a comme gras, celle-là ? Voilà. Mais même si vous avez, vous savez, que vous ayez du gras ou un peu plus de gras ou pas, l'important, c'est que vous arriviez à vous aimer, vous, à être un peu plus tendre, à être un peu plus douce, à être un peu bienveillante vis-à-vis de vous-même. Or, il y a cette image de vous tellement terrible, de grosse, qui est imprégnée vraiment à un tel point. Il y a la peur.
Oui, la peur, la colère, il y a des tas de sentiments qui font que vous en voulez à la terre entière. Donc, il y a vraiment la nécessité de parler, parce qu'en plus, vivre auprès d'un homme qui ne parle pas, bon, ça doit être compliqué. Vous vous réfugiez comme ça dans le sommeil ou dans le ménage. Avec, puisque de toute façon, un jour, il m'a dit en voiture, je te promets, je vais faire des efforts. Mais il n'a jamais parlé. Et quand je lui dis parle-moi, il me dit de quoi? Je crois qu'il faut vraiment, il faudrait déjà que vous voyiez, que vous fassiez faire venir, je parle plus français, que vous demandiez à votre médecin traitant de venir vous voir, à domicile, et puis que vous lui parliez très clairement, comme on peut parler à son médecin traitant, en disant vraiment je suis à bout, je suis épuisée, je suis fatiguée, et voir pour la possibilité d'une hospitalisation, ou à ce moment-là, trouver un endroit où vous vous sentiez bien, où vous puissiez un peu être au calme, vous reposer, faire le point, parce qu'il y a lieu, vous pouvez pas faire ce bilan là chez vous. Voyez, et repartir sur de nouvelles bases. Ce qui est navrant, Caroline, c'est quand on se dit qu'on a fait 10 ans de thérapie. Ça veut rien dire. Et on en est là. Ça veut rien dire. C'est une catastrophe. Non, pas forcément. Il y a des moments où on peut vaciller à nouveau. D'accord. Il y a quelque chose qui vous fait vaciller. Mais je vais vous dire aussi, Marie, c'est que vous pouvez traverser une période de très très grosse tempête là, où depuis 7 mois il y a quelque chose qui, vous semble-t-il, s'effondre au point de perdre tout goût, tout sens à la vie. Et le travail que vous avez fait sur vous n'est pas perdu comme vous le pensez. Je pense que vous pouvez vraiment être dans un grand creux de vague, et justement il est important dans ces cas-là de se faire prendre en charge, de ne pas attendre, parce que plus on attend, plus on s'enfonce. Et il vaut mieux dans les premiers symptômes savoir tendre la main, demander de l'aide, plutôt que de vous faire du mal, de vous agresser comme vous le faites. Alors, comme vous vous dites en ce moment que vous n'avez aucune valeur, que vous ne valez rien, que vous vous maltraitez, vous en rajoutez, alors qu'au contraire, il faut, dans ces moments-là, redoubler de soins et d'attention pour vous-même, et être particulièrement bienveillante vis-à-vis de vous-même. On va plus avoir le temps parce que c'est le moment du journal. Mais je sais que par exemple, si j'achète un livre, je me dis t'es pas assez bien en ce moment, tu le liras plus tard. Et finalement, je ne lis pas. Parce que vous ne pouvez pas actuellement. Vous n'arrivez pas pour le moment à vous concentrer. C'est aussi un état de fatigue et de, vous voyez, c'est lié aussi à un état, seulement vous n'arrivez pas à la concentration nécessaire. Mais ça revient, tout ça. Il faut vous dire que ça reviendra. Il faut patienter. Et comme Differs disait, il faudrait qu'on vous dise enfin qu'on vous trouve aimable, pour que vous parveniez à vous le dire vous. Donc faites venir votre médecin. Vraiment, prenez rendez-vous là dans les jours qui suivent. Là, dès demain, vous l'appelez. N'attendez pas pour prendre soin de vous. Il est grand temps. D'accord ? Et vous me redonnerez de vos nouvelles. D'accord, Marie ? Merci. À bientôt. Au revoir. Courage à vous, Caroline, et merci de votre accueil.
La nuit continue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. J'espère que là où vous êtes, la nuit vous apporte un peu de fraîcheur. Ouvrez grand les volets. Je pense à nos amis du côté de Bordeaux qui ont connu un pic de chaleur aujourd'hui avec près de 40 degrés. Je peux vous dire que ici à Paris, c'était pas mal non plus. Dans le RER, ils avaient eu la bonne idée de sortir des RER avec des fenêtres qui ne s'ouvraient pas. C'était bien, il faisait à peu près, je crois, 40 dans les rames aussi. On était solidaires avec nos amis du Sud-Ouest. Bon, là, le studio est climatisé. Je vous dis pas ça pour vous faire bisquer, mais c'est vrai que on a plaisir à venir travailler. C'est ce qu'on se disait avec Fifi. On a toujours plaisir à venir travailler, mais là, je vous avoue que la clim, c'est franchement agréable. Allez, vous pouvez continuer à appeler le 39 21. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Avec vos messages en commençant par le mot nuit. Des mails pour Marie. Chaudron de la Barque dit: quelle souffrance dans votre témoignage. Vous savez, Marie, votre vie n'est pas terminée à 60 ans. Vous avez le temps et l'énergie nécessaires à votre reconstruction. Cela vous demandera bien sûr du temps, mais vous ne pouvez pas continuer à vous maltraiter de la sorte. Essayez de rassembler votre énergie pour débuter une psychothérapie indispensable à votre reconstruction. Très bon courage à vous. Isaac dit: vous êtes dans une dynamique d'autodestruction terrible. Vous devez envisager votre reconstruction de manière urgente. Rapprochez-vous de votre médecin traitant. Exposez-lui la situation. Il entendra votre appel au secours sans aucun doute. Liliane dit: il faut que Marie se protège, qu'elle aille dans la nature, qu'elle se pose sur un banc ou dans l'herbe au contact de la terre, qu'elle s'imprègne de la vie, qu'elle s'allonge, qu'elle regarde le ciel au lieu de dormir. Surtout qu'elle sorte, qu'elle reste enfermée hors de ces murs qui l'emprisonnent, qu'elle bouge et qu'elle fonce, dit Liliane. Oui, je crois que pour le moment, elle ne peut pas. C'est vrai que être dans la nature, c'est très redynamisant, revitalisant, mais je crois que pour le moment, Marie ne peut pas le faire, n'a pas forcément le goût, l'envie de le faire, qu'elle retrouvera ça, mais qu'elle a besoin de... Il va falloir y aller par étapes. Lily dit: ne baissez pas les bras, surtout demandez à être hospitalisée. Avec de l'aide, vous retrouverez le goût de la vie. Bonne chance à vous. Je vous embrasse. Un autre message qui était arrivé aussi pour Marie. Eridan dit: vous avez l'air tellement en colère. Faites la paix avec vous et avec la vie. Je vous assure que la douceur de vivre existe. On va passer un petit peu de musique et nous accueillerons Laurent. Ah, Georges, la chaleur, ça vous rend ronchon, parce que dire quand même que s'il ne chante pas mais qu'il hurle, non. Écoutez, franchement, la belle voix de Syl, non, c'est la chaleur qui vous rend de mauvaise humeur. Et c'est ce que dit First Lisa, d'ailleurs, la belle voix de Syl dans la chaleur de la nuit. Un petit message qui m'arrive, qui dit 41 degrés à Bordeaux, pas aujourd'hui. Oui, c'est, mes pauvres, terrible. Bon, vivement les orages, ça va bientôt arriver. Coco me dit: vive la clim. Ici, j'ai 23 degrés dehors. Fifi, un lundi au boulot, ça, c'est pour avoir la clim à coup sûr. Peut-être bien. Il est bien fichu d'être venu travailler juste pour avoir la clim, mon Fifi. Allez, on accueille maintenant Laurent. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir déjà. Mais je vous en prie. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai un problème. Bon, j'ai écouté l'émission sur la route. Je suis pas un coutumier. Je suis tombé dessus par hasard. Oui. Et je me suis dit que peut-être vous pouviez m'aider. En fait. Mais je l'espère. Et c'est pas aussi grave que la personne qui était avant. Enfin, ça n'a rien de dramatique. Mais bon, oui. J'ai un problème en fait. Donc, je vous explique. Je travaille en fait, je suis originaire du sud de la France et donc je suis originaire d'une grande ville du sud de la France et j'ai dû il y a 3 ans de ça déménager pour le boulot et donc je me suis retrouvé un peu plus loin à 200 km de ma ville dans laquelle j'avais déjà une petite amie. Bon bref, ça c'est pour vous situer un peu l'histoire et donc
Donc j'ai commencé mon boulot, tout ça. Une année est passée, j'ai rencontré une autre personne dans cette ville. Et donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'on entretient une relation qui au début n'était rien d'autre que sexuel en fait. On passait juste de bons moments ensemble. Elle voyait d'autres personnes. Moi j'avais ma copine dans ma ville et quand j'étais là-bas, je passais du temps avec elle. Mhm. Et depuis 1 mois et demi, 2 mois, elle a trouvé quelqu'un en fait. Enfin, elle a entamé une relation avec un autre homme. Oui. Et je sais pas, ça a déclenché chez moi, je pense que ça a été le déclic qui m'a fait comprendre qu'en fait, je voulais être avec elle. Et donc j'en souffre en fait maintenant, puisque elle, c'est plus trop sur quel pied lancer. On continue à se voir, même malgré le fait qu'elle soit avec l'autre. Ah oui. Débuter sa relation avec l'autre personne. Donc, Oui. Et oui. elle veut poursuivre la relation avec vous, même si... parce qu'elle vous a parlé de cet homme en disant que c'était plus sérieux avec lui, puisque vous me dites qu'elle avait des relations avec d'autres hommes en parallèle avec vous. Et pourquoi elle vous parle de celui-ci? Parce que c'est plus sérieux, elle est plus engagée vis-à-vis de cet homme? Oui, voilà, les autres, c'était pareil, quoi. C'était juste pour les bons moments. Et Oui. là, elle me dit comme c'est son copain, en fait. Elle me le présente Oui. comme son copain. Et alors, ce qui est curieux, c'est Mais qu'elle elle veuille continue. continuer avec vous. Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Et c'est ça qui me perturbe énormément. Parce que c'est pas la meilleure façon de donner une chance à la relation. Ben, c'est bien ce que je lui ai dit. Je lui ai Oui. dit, mais parce qu'après on s'est avoué que nous avons des sentiments même Oui. l'un pour l'autre. C'est plus uniquement. Oui, j'ai compris. Oui, c'est plus uniquement sexuel entre vous. Voilà. Et donc en fait, je suis en train de me perdre dans ces histoires et ça me ronge de l'intérieur, quoi. Donc, Mais alors, est-ce que peut-être aussi elle vous met pas un peu à l'épreuve dans la mesure où vous avez une amie là où vous êtes dans le sud? c'est ce que je me dis aussi. C'est ce que Oui. je me dis aussi. Je me dis peut-être qu'elle fait ça parce que pendant les 10 premiers mois de notre histoire, en fait, moi, j'envisageais pas d'aller plus loin avec elle parce que d'une, je pensais qu'elle ça l'intéressait pas forcément et qu'elle voulait juste aussi prendre les bons moments avec moi. Et je l'envisageais pas comme ça, je sais pas. Et là, le fait qu'elle me dise qu'elle a un copain, mais qu'elle continue à me voir, qu'elle me dise que j'ai des sentiments, qu'elle a des sentiments pour moi, que je lui manque, que quand elle est avec lui, elle pense à moi, et moi vice versa quand je suis avec. Ouais, c'est une histoire toute banale, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pour ça que je vous appelle. Mais c'est-à-dire que c'est à partir du moment où elle vous échappe, où vous pensez qu'elle vous échappe, où elle vous parle d'un homme, où là, qui devient son petit ami, qui prend plus de place dans sa vie, vous réalisez qu'elle a beaucoup plus d'importance à vos yeux que vous ne le pensiez, que c'est pas simplement une aventure sexuelle. Oui. Il a fallu ça pour que vous l'avouez. Voilà. Oui, c'est ce que après moi c'est la réflexion que j'ai là-dessus. Je me dis que c'est l'élément déclenchateur, ça a déclenché le fait que je m'ouvre à elle. Mais pour autant, est-ce que vous seriez prêt à renoncer à votre relation là que vous avez avec cette jeune femme dans le sud de la France? Oui, là à l'heure actuelle, là à l'heure actuelle, oui, je voudrais voir si je peux faire un bout de chemin avec elle. La relation que vous aviez là, enfin que vous avez avec la jeune femme là, on va dire dans le sud, Oui. Vous étiez avec elle depuis combien de temps? Depuis ça fait 3 ans. Oui. Et pourquoi ça ne va plus avec elle? Je sais pas si c'est la distance, si c'est la lassitude. Je pense que c'est un tout en fait, le fait d'être loin, de se voir deux fois par mois. Oui. C'est un tout en fait. Je sais pas, et maintenant j'en suis là et ça me ronge quoi en fait. Je suis en train de perdre les pédales et j'aurais besoin de conseils en fait. Je sais qu'il faut
peut-être avoir une discussion avec l'autre. Mais je pense qu'il serait important d'avoir une discussion avec cette. Comment ? Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je pense qu'il faudrait vraiment avoir une discussion avec celle pour qui vous avez maintenant des sentiments amoureux, en lui disant très clairement les choses, hein, comme vous venez de me le dire, que vous vous rendez compte que vous êtes très amoureux d'elle et que vous aimeriez avoir une relation plus officielle, entre guillemets, avec elle. Maintenant, il faut savoir aussi que peut-être ce qui donnait du piment à votre relation, c'est le fait que l'un et l'autre, vous soyez pris. Et que de vous retrouver... Elle pas, en fait. Comment ? Au début, elle était libre, quoi. Elle voyait d'autres hommes, mais elle n'avait rien d'officiel et elle n'en considérait aucun comme son copain ou quoi que ce soit. Oui, et mais alors moi, ce que je me demande... Si moi j'avais fait le pas, elle me dit, parce que j'en ai parlé avec elle plusieurs fois, elle me dit, ça aurait été 3 mois en avant, j'aurais foncé, mais maintenant je sais plus. Mais en même temps, elle continue à me voir, elle me dit qu'elle a des sentiments. De toute façon, c'est maintenant qu'il faut lui dire, hein, c'est pas dans 6 mois, hein, parce que s'il faut vous lancer, c'est maintenant, parce que là, ça fait déjà 1 an que ça dure. Oui. Bon, ça fait 1 an que ça dure, elle continue, elle a rencontré cet homme il y a 1 mois, c'est ça, 1 mois et demi ? Oui, un truc comme ça. Bon, 1 mois et demi. Et en plus, elle me dit que ça va pas avec lui, mais... Bon, alors, de toute façon, je vais vous dire, Laurent, c'est pas parti sur de très bonnes bases leur relation. Si, alors qu'elle vient de démarrer une histoire, normalement, quand on démarre, on est quand même, on fait en sorte d'être disponible pour la relation, et elle continue à vous voir vous. Donc voilà. C'est le moment de mettre le paquet, hein, de votre côté, en disant si vous voulez donner une chance vraiment à cette histoire, de tout faire pour dire que vous avez envie de vous investir. Maintenant, peut-être qu'elle vous intéresse particulièrement parce que vous sentez qu'il y a un autre homme et que vous êtes en compétition avec un autre homme. Est-ce qu'elle sera toujours aussi intéressante à vos yeux lorsqu'il n'y aura plus un autre homme en compétition ? J'en suis moins sûre, mais bon, vous verrez bien. Comment je peux, le seul moyen de le savoir, c'est de foncer, ou enfin je veux dire. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous posais la question de quelle était votre relation avec votre ami dans le sud de la France, parce que vous m'auriez dit oui, ça se passe pas trop mal, mais on a une petite baisse due à la routine ou des choses comme ça. Je dirais c'est peut-être un peu dommage de tout perdre pour une histoire où c'est juste un peu de compétition, de rivalité qui fait que ça redonne un petit coup de piment et que cette jeune femme là vous paraît très attirante. Si maintenant toujours attiré en fait, mais maintenant je me dis que peut-être je voudrais faire quelque chose avec elle. Bon, ça peut valoir la peine, hein, si ou elle de son côté, mais c'est compliqué. Si Ce maintenant, que je comprends pas, en fait, c'est sa psychologie à elle, c'est sa façon de raisonner et de voir les choses. Oui, mais dites-vous aussi, Laurent, que depuis 1 an, vous étiez en couple, hein ? Oui. Eh oui. Oui, bien sûr. Oui, donc elle va pas non plus d'un claquement de doigts vous dire oui, j'arrive. Elle a peut-être besoin aussi de vous mettre un peu à l'épreuve. Vous pensez que c'est une mise à l'épreuve ? C'est peut-être un peu une façon de vous tester. Qu'elle a besoin que je me dévoile plus. Je sais pas. Parce que moi, écoutez, vous lui dites quels sont vos sentiments et vous verrez bien. Ouais. C'est compliqué. Oui, mais en même temps, c'est compliqué, mais vous êtes à un moment amené à faire un choix. Et comme l'autre relation, vous l'avez déjà pas mal désinvestie du fait de la distance, qui ne tente rien n'a rien, hein, comme dit l'adage. Donc vous n'avez rien à perdre. C'est sûr. Voilà. Bonne chance alors, Laurent. Bon, merci. Au revoir. Au revoir.
Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Dommage qu'il fasse si chaud, parce que sinon, ce serait bien de danser là-dessus. Mais bon, non, il faut pas s'agiter par tant de grosses chaleurs comme ça. Il faut rester comme un mollusque agrippé à son rocher. Allez, des petits messages qui arrivent. Palicou rebondit sur le témoignage de Laurent, dit oui, je pense qu'elle essaie de vous tester. Peut-être qu'elle a envie d'autre chose, de se poser peut-être. Et puis Georges me dit, moi j'ai jamais d'histoire comme ça m'énerve. Pourquoi j'ai jamais d'histoire comme ça? Mais parce que votre maman se met en travers, mon cher Georges. Comment voulez-vous? Elle élimine toutes les prétendantes. Voilà pourquoi vous n'avez jamais d'histoire comme ça. Justement, tiens, j'ai un message pour vous de Tinou qui dit, alors pas de nouvelles du roi Georges? Est-ce qu'il se prépare pour samedi, pour le mariage royal à Monaco? Bien sûr, il n'arrête pas en ce moment, Notre Majesté, après le mariage princier en Angleterre. Maintenant, il va aller à Monaco. Et puis, bon, vous avez vu, il est très discret. Hein. Ça, c'est, on ne sait rien, aucun scoop, rien de rien. Il ne nous dit rien. Alors, il me dit, il n'a pas de cavalière, qui va-t-il choisir? Ben si, il va y aller au bras de sa maman. On a Marie qui nous a envoyé un petit message et je la remercie, Marie, qui témoignait en tout début d'émission pour sa fille, qui dit merci pour le contenu de vos messages. Vous avez en peu de temps tous compris à quel point la danse était l'expression favorite de ma fille. Je dois vraiment accepter qu'elle soit une saltimbanque, entre guillemets, dans le très bon sens du terme, et que je l'encourage encore plus dans ce domaine. Vos messages m'ont rassurée sur ce que je taisais profondément et le parallèle fait entre sa voix, la danse, et sa voix, VOX, qu'elle perd, très intéressant. Je crois que c'est Isaac qui avait fait, ou Moon, je ne sais plus, ce parallèle. Vraiment merci pour ces paroles et cette bienveillance de tous pour ma fille. J'aimerais beaucoup partager avec ceux qui ont communiqué tous ces messages et échanger un peu plus avec vous, nous dit Marie. Voilà un petit peu ce que j'ai. Il y a aussi Cathy qui dit à propos de Laurent, la relation sexuelle n'est jamais anodine et c'est ce qui fait tout son charme. Osiris qui dit c'est l'effet papillon. Et on va accueillir maintenant Sandrine. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà. Alors, moi, si je vous appelle ce soir, c'est parce que, voilà, donc actuellement, je travaille en crèche. Donc, oui. C'est un métier agréable. Qu'est-ce que vous faites à la crèche? Je m'occupe des enfants. Donc, vous êtes auxiliaire puéricultrice? Voilà, tout à fait. Et donc, c'est pas un métier auquel je me destinais au départ parce que, pourquoi, je ne sais pas, mais bon... au fur et à mesure, je l'ai fait, j'ai passé le concours, etc. Voilà, donc c'est un métier qui est agréable. Seulement, je suis un peu frustrée parce que j'aurais voulu faire autre chose, j'aurais voulu être plus dans le soin et j'aurais voulu faire orthophoniste. Oui. Voilà. Le fait est que le concours est très, très, très difficile. La sélection est drastique. Et je l'ai tenté plusieurs fois dans plusieurs villes. Oui. Voilà, une fois. Et donc bon, je l'ai loupé. Et voilà, donc j'ai continué à faire ce que je faisais, donc travailler en crèche. Voilà, et là, je me demandais si, en me préparant différemment, avec des cours de préparation que je peux trouver chez des personnes qui l'ont eu ou qui l'ont tenté, parce que moi la prépa en tant que telle avec des gens, la course au concours, c'est vraiment un truc qui me fait perdre mes moyens au plus haut point. Et voilà, donc je me demandais si j'allais le retenter ou pas. Mais ça vaut le coup. Si vous avez vraiment envie d'être orthophoniste, je trouve que ça serait dommage de ne pas le retenter. Oui. Il faut parfois passer plusieurs fois un concours. Non, ça c'est net. Oui. Je m'en rends bien compte. Maintenant, après, avec... Mais en le préparant, je crois qu'il faut vraiment... Il faut le préparer.
Ah, il faut le préparer. Il faut le préparer, c'est indispensable et, c'est net, et vous mettre dans les meilleures conditions. Oui, tout à fait. Maintenant, la classe prépa en tant que telle, c'est abominable, quoi. C'est-à-dire que la concurrence qu'il y a entre les gens, moi, ça me fait complètement flipper, complètement perdre mes moyens, quoi. C'est vraiment quelque chose que je trouve abominable. Ah, mais ça me met dans des états, c'est... Vous l'avez fait déjà ? Ouais, je l'ai fait, ouais. Et il y avait une très mauvaise ambiance ? C'était dur nerveusement. Sincèrement, c'était vraiment, vraiment dur. Et puis voilà, ne serait-ce que les gens qui vous disent, voilà, moi j'ai fait tant d'exercices pendant le week-end, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'arrive à ci, j'arrive à ça, je suis à page. Mais enfin, moi, ça me met beaucoup, beaucoup de pression, quoi. C'est fait pour. Oui. C'est fait pour. Il y a aussi, c'est connu, que dans les prépas, il y a aussi certains qui font en sorte de saboter le moral des autres. Oui, ça c'est vrai. Aussi. Ça, c'est vrai. Mais du coup, moi, je rentre dans la combine. Et... Oui, certains, sont plus vulnérables, plus sensibles que d'autres, et c'est connu que les prépas psychologiquement, c'est très dur. Il y a un vrai travail de résistance, un peu de conditionnement. Il faut un peu se blinder et se fixer son objectif, c'est-à-dire être enfin assez pour le coup individualiste, c'est-à-dire se centrer sur votre objectif qui est le concours et de dire bon, il s'agit pas de dire je vais écraser les autres, c'est-à-dire bon, je fais que ça pendant un an, voilà, vous n'allez faire que ça, et en même temps avec la difficulté faire que ça, il y a beaucoup d'étudiants qui craquent en prépa, psychologiquement. Oui, il y a, ça peut faire de gros dégâts sur le plan psychologique, les prépas. Je crois que tout le monde, c'est là où j'entends très bien ce que vous me dites. Je crois que c'est pas fait pour tout le monde, les prépas. Non, parce que c'est vrai que... Oui, il y a des personnes qui vont s'y adapter. Qui vont pour qui la compétition ça va être stimulant, et d'autres ça va au contraire complètement les accabler. Et ça en être complètement être en cours, pas arriver à suivre, être complètement confuse dans son esprit et du coup on loupe la moitié du cours, alors que voilà, on pourrait se canaliser et se dire bon allez maintenant voilà, c'est très très dur, très 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 dur. Donc voilà, et puis je voulais justement avoir éventuellement des commentaires de personnes qui ont réussi à avoir des concours difficiles. On les donnait pas forcément gagnants au départ de par l'entourage, etc., mais qui sont allés, qui ont réussi ou pas. J'aurais aimé avoir des commentaires d'auditeurs par rapport à ça. Oui, sur des personnes qui ont passé donc des concours. Et au départ, oui, c'est ça, ils y allaient en se disant qu'ils n'avaient pas toutes leurs chances, et ça s'est bien passé pour eux. Bon, 39-21, on va attendre, il nous reste un peu une vingtaine de minutes, peut-être qu'on aura peut-être des réactions demain, parce que là on a déjà des témoignages, mais... Parce que moi j'ai l'impression que finalement je me suis peut-être mis en échec, justement, plus par peur que les circonstances extérieures fassent me mettre en échec elles-mêmes. Enfin, je sais pas si je suis bien claire, mais que le fait d'être aussi confuse dans mon esprit, etc., c'était pas plutôt pour finalement échouer, plutôt qu'être devant l'échéance et là complètement craquer. Alors, peut-être que si vous faisiez une prépa, ça veut dire qu'à côté, il vous faudrait avoir un endroit un peu pour être un peu soutenu. Ouais. Pour parler où vous pouvez être un peu parler de ce stress, de cette pression, voyez, avoir un soutien un peu psychologique vraiment lié à cet environnement stressant que d'autres vont vivre relativement bien, pour
qui ça peut être même stimulant, cette ambiance de compétition. Il y a des gens que ça stimule, hein, où ils vont se réaliser, où ils ont besoin de cette émulation, de s'affronter aux autres, et puis d'autres en revanche vont battre en retraite parce que ça ne plaît pas comme ça de chercher à d'une certaine façon à écraser, hein, vouloir être le meilleur, écraser. Donc c'est pas dans leur état d'esprit, c'est pas donc. C'est même pas ça, mais c'est que moi j'ai vraiment beaucoup travaillé pour ce concours et la somme est tellement énorme à ingurgiter. Etc. C'est énorme, oui, c'est énorme. Et c'est pour ça que si vous ne, il faut quand même que vous arriviez à vous ménager du temps. Un peu pour avoir des moments de respiration. Ouais, tout à fait. Aller faire du sport, enfin, c'est un minimum. Enfin, ce qui vous fait du bien. Ouais. Hein, des moments, parce que si on dit l'année de prépa, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. C'est une année qui est consacrée à ça. Mais on se rend compte quand même que ceux pour qui ça marche, certes, ils ont, c'est clair qu'ils passent pas leur week-end en boîte et bon, c'est évident, hein, c'est qu'il y a un sacrifice. Bon, il faut le dire, on réussit pas sans rien quand on fait une année de prépa, c'est clair. Pour autant, on s'aperçoit que ce sont ceux quand même qui ont su s'adapter et se ménager des moments aussi, des temps de pause et de respiration. Donc, qui arrivent à ingurgiter, comme vous dites, parce que c'est ça, hein, c'est ingurgiter, recracher, hein, ingurgiter une somme folle de connaissances sans être complètement débordé, mais le stress, la tension fait qu'on peut se laisser complètement déborder, la fatigue, donc il y a aussi tout un travail d'organisation, enfin il y a donc il y a plein de facteurs environnementaux, internes, et je pense que peut-être avoir une soupape, après ça dépend, vous trouvez ce qui vous fait du bien, mais déjà pouvoir conserver une partie de votre une activité que vous aimez bien, la conserver, ça peut être le sport si vous aimez bien le sport, et puis pour vous relâcher cette pression et avoir une béquille un peu psychologique où vous pourrez vous délivrer de toutes ces tensions, pressions, de ces moments de découragement que vous pouvez avoir. Mais le problème c'est qu'après quand on fait autre chose, on se dit mais je vais oublier ce que j'ai étudié la veille et tout. Enfin, c'est juste, oui, cette peur-là, ces appréhensions. Mais tout le monde y passe. Hein. Ouais. Non, c'est le problème, c'est clair. Il y a Kiwi qui passe depuis 2 ans le concours d'orthophoniste. Il dit c'est très complexe, les numéros clausus sont souvent très sévères par rapport au nombre de personnes qui passent le concours. C'est l'équivalent, je dirais, de médecine. Ah bon ? Ah oui. Ah oui, je savais pas que c'était aussi. C'est dommage, on a Gabrielle, une fidèle auditrice là mais qui a envoyé des mails en début d'émission, mais là elle a dû se coucher, Gabrielle, parce qu'elle est orthophoniste. D'accord. Et sinon elle serait intervenue, je pense, sur le sujet. Mais j'ai Chaudron de la Barre qui dit retentez le concours, oui, mais ne vous contentez pas d'une préparation universitaire. La dimension psychologique est très importante dans un concours où les candidats sont en compétition de fait. Si votre objectif est l'obtention de votre concours d'orthophoniste, il faudra vous blinder psychologiquement et ne pas vous laisser atteindre par les nombreuses tentatives de déstabilisation. Alors armez vos barrières psychologiques et haut les cœurs, tout ira pour le mieux. C'est exactement ça, hein, le mot que je cherchais. Tout est fait pour déstabiliser, y compris par ceux qui sont là en interne, hein, ceux qui passent le concours, ceux qui sont en prépa avec vous. Hein. Bien sûr. Ne l'oubliez pas. Hein. Ouais, bien sûr. Et il y en a qui sont très forts pour ça. Hein. Et puis moi j'ai l'impression d'être du genre. Oui, vous êtes, vous laissez influencer plus fragile, plus vulnérable à tout ça. Oui, ça marche. À tel point ça que marche. je me demandais si j'avais pas des problèmes intellectuels. Oui, ils vous font douter de vous. Oui, alors qu'il faut vous blinder, il faut vous dire soit par l'humour, soit vous dire on cause toujours quoi. Ouais. C'est bon parce que semer des rumeurs, un vent de panique, dire genre j'ai bossé tout le week-end, je fais des trucs. Alors bon, c'est pas grave, vous les laissez parler, c'est pas grave. C'est malin, c'est une façon ils sapent le moral. Mais il y en a, ils sont très très forts, mais c'est des tentatives de déstabilisation. Mais c'est de la manipulation, c'est de la déstabilisation. Bien sûr, ça fait partie. Hein. Ça fait partie du jeu. Eh oui.
Donc il faut savoir un petit peu se blinder. Ça doit être très difficile et je pense oui les prépas c'est pas fait pour tout le monde, hein, je crois. Donc mais si vous avez très envie d'être orthophoniste, ça serait dommage de pas retenter le concours pour autant. Ouais. Vraiment, hein? Allez. Merci Caroline. Bonne chance, jeune fille. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Un petit message d'Eridan pour Sandrine qui dit allez, dites échec et maths et pensez aux enfants qui vous attendent. Dites échec et maths à l'échec. Voilà. Il y a Isaac qui envoie un petit mail. Alors c'était pour Laurent qui hésitait entre ces deux relations. Enfin, il hésitait. Son cœur penchait plus pour une, hein, en disant il est parfois difficile de fixer la limite entre le plaisir des sens et le sentiment amoureux qui est parfois généré par la répétition. Je m'égare à peine, mais si vous avez de réels sentiments pour cette jeune femme, foncez. La vie est courte et que risquez-vous? Pas grand-chose finalement, si ce n'est la possibilité d'être heureux. À propos de concours, notre Majesté me dit un concours de tarot, ça compte? Et comment? Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde de savoir jouer au tarot, mon cher Georges. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors je vous appelle là parce que je suis complètement paumé, parce que voilà, j'ai 54 ans, ça fait Oui. plus de 25 ans que je suis marié. Au mois de février, j'ai eu un ami qui est venu à la maison et puis qui a séduit ma femme. Et le problème, c'est qu'elle m'a dit l'autre jour, je veux plus en entendre parler, je l'aime, il m'a fait trop de mal, etc. Je veux plus en entendre parler. Ce soir, elle est partie chez lui. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, ferme pas la clé, je reviens dans 5 minutes. Et elle est partie depuis 10h moins le quart. Je l'aime énormément. C'est une femme que j'aime, dont c'est la seule femme que j'ai aimée jusqu'à présent. J'ai eu un divorce une première fois, mais là, je suis complètement paumé, je sais plus quoi faire. Et j'ai fait une tentative de suicide il y a pas longtemps. J'ai avalé une boîte de bromazépam. Bon, je devrais pas dire le nom du médicament, mais bon. Non. Mais excusez-moi. Surtout pas pour les tentatives de suicide en plus, non? Oui. Oui, et je me rends compte que de toute façon rien ne change et que. Mais ça va pas changer si la réaction que vous avez, c'est de faire une tentative de suicide, hein, Jean-Louis. Oui, mais c'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça que vous allez faire revenir votre femme. Non, je sais bien. Parce que si vous voulez, là, on rentre dans un cercle infernal de culpabilisation. Vous voyez, c'est ça va pas. C'est-à-dire... Non, mais je l'ai pas fait dans un sens, si vous voulez, de la faire culpabiliser en quoi que ce soit. C'est que je suis au bout du rouleau et j'en ai marre. Et j'ai pas envie de vivre. Mais à ce moment-là, vous allez lui mettre des limites. C'est-à-dire que si elle a une relation avec cet homme depuis février, et puis si je comprends bien, vous continuez à vivre ensemble. Oui, tout à fait. Mais là, si vous voulez, j'arrive à un point où je ne peux plus supporter cette Oui, je comprends. Chose. C'est assez insupportable. C'est insupportable et oui. Là elle est partie en me disant oui, ferme pas la clé, je reviens dans pas longtemps. Elle est toujours pas là. Oui. Et là, si vous voulez, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Je suis carrément usé. C'est une femme que j'aime parce que c'est la mère de mes enfants. Et bon, j'ai pas toujours été un saint. Je reconnais que j'ai pas toujours été non plus quelqu'un de formidable, mais je ne suis pas non plus un voyou, quoi. Et là, je sais plus quoi faire. On doit partir en vacances le 2 juillet. C'est de la folie, quoi. C'est n'importe quoi. Alors voilà, je suis malheureux. Je sais plus quoi faire. Alors moi, j'entends une chose dans ce que vous dites, c'est que elle voit cet homme et en même temps, elle ne vous dit pas qu'elle veut rompre la relation avec vous. Cet homme est-il marié de son côté? Non, pas du tout. Il est libre? Il est libre, tout à fait. Bon. Donc déjà, ça signifie qu'elle veut pas forcément soit
qu'elle ne veut pas arrêter la relation avec vous, soit cet homme ne souhaite pas, lui, d'une relation avec elle dans la durée. Au contraire, lui c'est du 24-24, mais elle ne veut pas. Bon, alors c'est peut-être votre atout, Jean-Louis, et pardonnez-moi, je vais vous bousculer un petit peu. Mais plutôt que d'être celui qui est là, dans votre coin, à dire « je suis malheureux et ça va plus », et c'est pas comme ça que vous allez reconquérir votre femme. Tout à fait. C'est-à-dire que là, elle rentre chez elle et elle trouve un homme qui est totalement abattu, totalement mal, totalement qui est à bout, qui bon. Donc soit cette relation, après tout, elle vous est insupportable, et ce qu'on peut comprendre, et vous dites moi, je n'en veux plus. Je peux pas supporter. Si il va falloir que tu fasses un choix maintenant, parce que on va pas continuer à vivre sous le même toit et que tu partes comme ça le soir et je dois mettre la clé sur la porte et tu rentres. Hein, on n'est pas, c'est pas, elle peut pas aller s'envoyer en l'air comme ça avec son amant pendant que vous attendez tranquillement à la maison. Donc il y a de quoi se déprimer. Donc soit vous dites à un moment stop, qu'elle aussi que vous allez mettre un terme à tout ça, ou vous pouvez de votre côté dire il y a des soirs elle va rentrer et puis elle se heurtera, vous serez sortis. Vous serez de votre côté, vous serez pas forcément là, ou en tout cas vous serez pas celui qui attend, voyez, dans son coin, hyper mal, à attendre comme ça que Madame daigne rentrer. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs là, celle qui rentre, elle sonne. Et si vous voulez, moi, c'est une situation que je peux plus supporter. Mais parce que c'est très déprimant. C'est très déprimant ce que vous vivez. Tout à fait. Donc, à un moment, c'est vrai qu'il va falloir trancher. Et c'est vrai que, bon, alors vous n'allez pas pouvoir poursuivre puisque votre femme rentre. Donc, on va pas pouvoir poursuivre la conversation. Si bon, non, on va pas en parler alors qu'elle est là. Non, mais c'est pas un problème. Vous serez pas bien pour en parler. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est que moi, c'est une situation que je peux plus supporter, et donc il faut que je tranche. Mais vous pouvez lui dire, et je pense qu'elle a besoin de dire, moi, cette situation-là, dire ne me convient plus. Non, février, ça fait très long. Dire, elle peut pas comme ça vous imposer d'aller mener sa vie où vous savez très clairement qu'elle va rejoindre son amant. Et vous attendez devant, fermant les yeux, voilà. Ça vous met dans un état terrible. Alors, soit de votre côté, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez mener, et qu'est-ce que dire ? Vous allez cohabiter sous le même toit. Hein ? Vous allez devenir comme deux personnes, deux amis. Bon, ça pourrait, ça, qui vivent ensemble. Mais le problème, c'est que ça vous rend immensément malheureux. Moi, je peux pas. Au point, vous ne pouvez pas. Non, je ne peux pas. Mais oui, mais parce que vous avez encore beaucoup de sentiments pour cette femme. Tout à fait. Alors, soit vous allez, et je pense, si vous avez eu ce geste suicidaire, et je pense qu'il faut aller voir quelqu'un, vous faire aider. Ça a dû être mis en place après cette tentative de suicide. On a dû vous conseiller un suivi. J'ai vu mon médecin qui m'a dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux me parler, tu me parles. Ah oui, mais c'est pas. Je pense qu'il faudra un suivi avec un psychothérapeute. Tout à fait, je pense, oui, parce que là, si vous voulez, on doit partir en vacances tous deux et je suis complètement perdu. Quoi. Je comprends. Le tête-à-tête doit vous angoisser. Ah carrément. Moi, je pense que ça. Confiance en elle. Oui, mais il y a de quoi. Voilà. Non, mais si vous voulez, tout n'est pas peut-être perdu. Si vous arriviez, à aller un petit peu mieux, à peut-être reprendre, comme on dit un peu familièrement, du poil de la bête. Oui. Hein, c'est-à-dire, après tout, votre femme, elle n'envisage pas non plus de partir. Ça a un sens. Peut-être qu'elle a un moment, une crise. Elle a quel âge, votre femme ?
Elle a 48 ans, 49. Oui, donc elle a peut-être un peu, on parle du démon de midi pour les hommes, elle a peut-être un moment de crise comme ça et qui peut passer. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout remettre en question et votre relation. Voyez, Oui, mais ça veut pas dire vous dépréciez en acceptant tout comme ça. Voilà, et c'est ça qui ne va pas. C'est là où il faut qu'il y ait une réaction d'une façon ou d'une autre. Et si vous êtes aidé, si vous avez un soutien avec un psychothérapeute, vous allez vous sentir vous un peu plus fort, vous allez pouvoir en parler. Mais avec quelqu'un dont c'est l'habitude un peu de porter et à qui vous pourrez parler de votre souffrance, de votre mal-être, de vos difficultés et comment un peu vous positionner vis-à-vis d'elle, pour ne pas rester passif, parce que c'est ça aussi qui vous met dans cette situation d'impuissance qui est terrible. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, parce que finalement, que vous redeveniez aussi un peu conquérant dans cette histoire, là où vous subissez complètement les choses. Parce que après tout, il peut y avoir dans un couple, vous êtes depuis longtemps ensemble, vous êtes mariés depuis 25 ans, il peut y avoir un moment, une période, une infidélité, ça ne remet pas forcément en question toute la relation de couple. Voyez, il peut y avoir une période de grosse crise existentielle et votre couple peut très bien s'en sortir et même s'en sortir renforcé. Simplement, il faut traverser la crise. Et pour ça, je crois que vous avez besoin d'être aidé pour savoir un peu comment traverser cette crise et comment réagir vis-à-vis d'elle surtout. Ne pas subir comme vous subissez. Voilà. Je vais vous laisser puisque comme elle vient de rentrer, bon, on va pas prolonger tout. De toute façon, on arrive à la fin de l'émission. Mais demandez à votre médecin quand même, prenez contact avec un psychothérapeute. Je crois que c'est important que vous ayez vraiment un véritable suivi là, qu'il vous aide un petit peu. Bon courage, Jean-Louis. Au revoir.